Quand je suis arrivé à Montréal, comme j'ai dit, le fait de distance, le fait d'être un double immigrant, littéralement, formellement, j'étais un immigrant quand je suis arrivé en Italie, je devais m'intégrer, je ne connaissais pas l'italien, je devais m'adapter. Et j'étais un immigrant pour les Italiens, c'est-à-dire, mais pas seulement pour les Italiens, pour les Montréalais, pour les Québécois, parce que moi, à ce point-ci, même si je suis né ici, j'ai grandi une partie de ma vie ici, je me sentais pas du tout montréalais. Écoute, j'avais double citoyenneté, j'avais vécu dans l'Ouest, j'avais vécu dans le reste du Canada, qu'on l'appelle, pendant si longtemps. Là, j'étais citoyen italien, j'avais vécu 12 ans quasiment, plus ou moins en Italie. Euh, et bon, des années en Italie. J'avais une épouse italienne à l'époque encore. Je parlais couramment l'italien. J'écrivais, publiais en italien parfois. Ça m'est arrivé. J'avais écrit des pièces de théâtre en Italie sous un pseudonyme même, qui ont été réalisées sur la radio nationale, RAI, ça s'appelle, pour gagner de l'argent. Ça, c'est une autre histoire. Là. C'est une histoire typiquement italienne. Bon. En tout cas. Et là, j'arrive ici, et en fait, c'est un monde extraterrestre pour moi, le Québec. Je suis né ici, mais je me sentais pas du tout, je m'identifiais pas comme... Je voyais pas où je pouvais m'accrocher, mon identité, à qu'est-ce que je voyais, les choses qui m'entouraient au Québec. Je parlais pas trop bien. Je parlais le français comme on parlait le français à la maison, correctement, mais très limité. Est-ce que je peux avoir le beurre? Je vais revenir à 10 heures, on se voit plus tard. Tu sais, je veux dire, enseigner en français, pour moi, c'était une vraie corvée. J'avais aucun vocabulaire. J'avais même pas la grammaire requise pour parler de façon relativement élégante, tu sais, dans une leçon, dans un cours. Je pouvais pas. Je pouvais parler un genre de franglais un peu. J'avais un accent. C'était ça qui était un peu difficile pour plusieurs étudiants parce que j'avais un accent qui semblait pas anglophone quand je parle le français. Euh, un accent décidément local, là, je veux dire montréalais peut-être, mais je parlais pas très bien le français. Alors j'ai dû maîtriser le français, j'ai dû maîtriser une culture, même littéraire, que je ne possédais pas. Donc j'ai vraiment affronté, on pourrait dire, les défis, avec dans une chambre dorée. Tu sais, je veux dire, j'avais pas de problème d'adaptation financier. J'étais professeur à l'université, j'avais un certain respect, j'avais un certain statut. Je n'avais pas affronté comme un vrai immigrant parfois, un immigrant économique parfois à affronter. Il n'y a pas de racisme, il n'y avait rien de tout ça. Mais quand même, il y avait une certaine distance. J'étais toujours devant la réalisation que je n'étais pas vraiment chez moi. Non? Continuellement, je ne me sentais pas chez moi. Et même aujourd'hui, je ne me sens pas chez moi ici, honnêtement. Et, et donc, ça m'a aidé beaucoup. C'est ça qui m'a fait repenser l'Italie. Donc, c'est finalement, quand j'ai écrit ce livre-là, qui s'appelle Rome Eternal, quel autre nom puis-je trouver pour un livre que Rome Eternal? Non? Eternal Rome, Rome éternel. Et en fait, qui était un peu, pas contesté, je ne vais pas dire qu'il était contesté, mais un certain professeur très fameux, je ne vais pas mentionner son nom, qui écrivait un livre plus ou moins sur Rome, plus ou moins au même moment, dit, ben, ce livre-là, ce titre-là, c'est un peu semblable au mien. Je dis oui, ça l'est, mais Rome Eternal, ça existe comme un trope là, dans le discours occidental. Là. C'est pas moi qui l'ai inventé, ni toi. Hein, je veux dire. C'est tout en riant. Il n'y avait pas de. Entre nous, c'était un bon rapport. Mais quand même. Alors, j'avais écrit ce livre-là. Et ça, j'étais très fier de ce livre, bien que c'est ignoré totalement, parce que c'est un livre un peu bizarre qui parle d'architecture, de l'histoire de l'art, de la mythologie romaine, de la... Comment je tentais de comprendre... Écoute, il y a des millions de livres sur Rome. Ben, il y a très peu de livres sur Rome qui tentent d'expliquer au monde comment les Romains voient Rome. Non? Tout le monde sait, tu vois le Colisée. Les Romains ne voient pas Rome comme ça du tout. Ils voient Rome comme un lieu de combat, dans un certain sens, parce qu'ils sont pris entre deux feux. Parce que, on va dire, cette société officielle constituée du gouvernement de pouvoir politique gouvernemental et ses institutions, mais c'est à Rome. C'est pas loin, là. On est au cœur de la bête, dans un certain sens, dans la gueule de la bête. Et Rome aussi est au cœur, si on va dire, d'une certaine notion d'être occidental, non avec la Renaissance. La Renaissance, c'est pas un phénomène romain, là, mais
Ils l'ont approprié, bien sûr, comme ils ont approprié toutes les autres choses. Les Romains prétendent qu'ils sont au centre de l'univers, qu'ils ont tous vu, qu'ils ont tous vécu, qu'ils ont inventé tout. En partie, c'est pas vraiment trop loin de la réalité, parce que une chose que les personnes oublient parfois, que Rome, au moins l'Italie, a été le centre de 3 civilisations qui ont changé et transformé la planète. Non? Les Romains, l'Empire, la République et l'Empire romain, la Renaissance et l'Église. L'Église aussi, pour le bien, pour le mal. Je ne dis pas, non, c'est pas tous des accomplissements nécessairement bons, là. En tout cas. Alors, comme je disais, moi, je ne sens pas que j'ai eu une carrière. J'ai eu du boulot, j'ai eu des promotions, j'imagine, je sais pas, un certain respect. On m'a voté, élu directeur du département. Je m'entends bien avec mes collègues. Mais je me sens pas, j'ai jamais senti que je devais créer un parcours pour moi. Mais j'écrivais des choses qui me frappaient. Par exemple, j'avais un copain qui m'invite un jour, c'est toujours des copains, ma vie est sans contrôle interne. Un copain me téléphone et dit: veux-tu travailler sur un projet sur l'art rupestre? J'ai dit: mais je connais rien de l'art rupestre. En Ontario, je connais rien des Ojibwe, territoire des Ojibwe, Chippewa, puis de l'art rupestre de leur territoire. Il dit: mais tu dois rien. On va s'arranger. Il y a toute une équipe en place ici, puis on va s'occuper de toutes les recherches sur l'art rupestre. Je veux que toi, tu écris un chapitre sur la sociologie des Ojibwe. Je dis: ah, ben ça, je peux. Ça, je peux faire ça parce que je comprends les Ojibwe un peu, parce qu'ils sont claniques, ils sont mi-chemin. J'avais toute une théorie, c'est pas important. Oui, ça, je vais faire ça. Alors, je voyage à Winnipeg, oui, qui est à la base pour la recherche sur le lac des Bois, qui est à la frontière de Manitoba, des États-Unis, puis l'Ontario. Et là, l'équipe s'était complètement désintégrée. Entre-temps, en chicane, c'est pas important, c'est des chicanes, des accusations. L'argent, c'est un projet financé par le Conseil des arts du Canada. Alors, à ce point-ci, je me sens une certaine responsabilité. Et puis, mon ami, qui faisait partie de l'équipe, on s'en va, je me sens responsable pour... On a reçu déjà de l'argent. On a déjà dépensé de l'argent. Puis on n'a rien produit, parce que l'équipe s'est chicanée. Alors, je dis: shit, je vais aller avec mon copain. On est allé contacter un archéologue qu'on connaissait, avec lequel on a fait une école, qui travaillait pour le ministère des Ressources naturelles. On a pris un bateau. On a fait le tour du lac. On a vécu, je ne sais pas quoi, 2, 3, 4 semaines, je ne me rappelle pas. Puis on a fait le témoignage des sites, essentiellement. Certains, on savait, l'archéologue nous avait dit où aller. C'est grand, le lac des Bois. Hein? Je veux dire, c'est pas un petit lac, là. Et parfois, tu peux parcourir des heures et des heures en bateau avant d'une rive à l'autre. Et on a trouvé d'autres sites, puis on les a documentés. Puis éventuellement, et puis mon copain se fait frapper par une voiture, finit à l'hôpital. Et moi, je reste avec les photos et les images, puis un copain en hôpital, le seul survivant, on pourrait dire, survécu de l'équipe de recherche. Et là, c'est moi. Et là, le Conseil du Canada me téléphone et dit: mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Parce qu'on a eu des plaintes, justement, des autres membres de l'équipe, que je ne connaissais même pas, que vous avez dépensé de l'argent et que vous n'avez rien fait. Mais en fait, j'avais fait quelque chose, parce qu'entre-temps, en jouant avec ces images, j'avais découvert un système très novateur pour faire des dessins de ces images. L'art rupestre est une chose très, très bizarre, surtout parce que c'est des pierres, ils fabriquent d'autres pierres, des pierres marteaux. Et donc, c'est pas incisé comme ça, c'est frappé comme ça. C'est des petits trous. Hein? Et c'est très peu profond. En fait, tu peux être debout sur des exemplaires, puis tu ne réalises pas tant que le soleil n'arrive pas à un certain angle pour les illuminer. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Au début, on a acheté... Excusez-moi, quand on est stupide. On a acheté un sac de farine. On est allé, on dit: la farine, on va prendre la farine, puis la farine, ça va, tu sais, comme on fait avec la cire parfois. Puis là, on va prendre une photo, puis on va laver la farine, on va enlever la farine, parce qu'il ne faut pas laisser la farine sur des sites autochtones. On avait la permission du gouvernement. En tout cas, on ne voulait pas offenser les Autochtones locaux. Et là, 2 choses. On découvre que les mouches noires aiment beaucoup la farine. Donc, on est là en train de prendre des photos, puis faire des dessins
de ces images, puis on est entouré de 2 milliards de mouches noires qui sont en train de nous manger vif. L'autre chose qu'on a découvert, que quand tu mets de l'eau pour laver la farine, ça s'enlève pas, ça fait de la colle. Oh my God, on dit on a ruiné des sites archéologiques religieux sacrés aux Autochtones. Shit, qu'est-ce qu'on... On savait que, bon, dans 1 an ou 2, la farine serait disparue, mais en fin de compte, on retourne en courant bateau, 4 heures en ville, on s'achète des brosses. Là, je dis non, on va fonctionner avec le sel. Le sel, c'est déçu. Alors, bon, on nettoie le tout. En fin de compte, j'ai écrit le livre qui s'appelle Images in Stone. Je l'ai écrit moi-même parce que je me sentais en devoir de le faire. Mais j'ai découvert, comme j'ai dit, une technique aussi de reproduire fidèlement, pas des dessins, mais littéralement, ancrer les photos, ancrer, mais utiliser de l'encre, tracer les martellations, si on veut, pour inventer un mot, là, les petits trous laissés par les marteaux de pierre, avec de l'encre. Donc, retracer fidèlement le dessin, puis enlever le matériel photographique en dessous, la matrice photographique, laissant seulement le dessin pur. Mais c'est pas un dessin fait à la main, c'est pas une reproduction, c'est tracé point par point. Alors c'est exactement fidèle. C'est joué avec des produits chimiques, comme j'ai dit, la température de l'eau, ça dépend du type de papier sur lequel on va imprimer les choses. Le fait est que j'avais fait tous ces expériments dans l'évier chez moi, jouant avec des produits chimiques, puis j'avais 200-300 photographies que j'avais travaillées pour me distraire pendant que j'écrivais ma thèse. Je disais que j'écrivais un peu, je travaillais un peu. En fait, ce livre-là a été publié avant ma thèse. Puis là, bon, enfin, je suis satisfait au conseil. Puis là, j'ai fini par publier le livre à Rome, bizarrement. Parce que quand je parlais de ça, puis j'avais le manuscrit, puis là, finalement, quelqu'un dit, mais c'est intéressant, je vais le publier. Puis le publier, une petite presse locale. Puis là, même le directeur de l'école des beaux-arts, une des écoles de beaux-arts à Rome, me dit, c'est fascinant. Puis il a même fait une exposition des dessins que j'avais faits, en tout cas. Et entre-temps, je commence à travailler la mythologie aussi, et j'écris ce livre, Mythical Pathways, que j'ai publié à Rome, parce que je cherchais une maison d'édition pour publier ce livre, puis là, quelqu'un que je connaissais qui avait une maison d'édition en Italie, je vais le publier en anglais. Oui, OK. Je faisais pas attention que c'était pas une grande maison d'édition, ça me faisait un peu d'importe, je voulais le publier, c'était intéressant. Alors, j'ai publié ce livre-là à Rome, Mythical Pathways. Non, ça s'appelle pas ça. Mythical Pathways, c'est pas ça le nom du livre. J'oublie le nom du livre. Mythical Pathways, c'est le numéro thématique. Ça s'appelait Beyond Values and Ideology. Beyond Values and Ideology. Parce que justement, le point, c'est que ces sociétés se construisaient avec la mythologie. C'était pas des sociétés mythiques, mais ils utilisaient la mythologie comme un moteur pour construire des rapports sociaux et les définir avec précision. Donc, j'avais pris 5, 6, je me rappelle pas, là, des exemples de sociétés différentes. Je me suis trompé parce que je porte tellement peu d'attention à mes productions dans un certain sens. Je veux dire, l'aspect stratégique de publier des livres et de publier des articles. Je publie des choses parce qu'on me demande de publier des choses, parce que je m'intéresse, ou il y a une chose bizarre et je vais publier sur ça. Mais j'ai jamais une pensée stratégique. Donc, Mythical Pathways, ce qui est arrivé, justement, ça, c'est un numéro thématique, un double numéro thématique d'une revue italienne, publié en anglais, généralement. Je pense que c'était tout en anglais, en fait, où j'avais, comme membre du comité scientifique d'une revue italienne, j'avais un copain qui m'avait dit, écoute, j'ai un article ici que je voudrais publier. Je dis, écoute, montre-moi. Alors, je l'ai lu. On a fait une critique. J'ai fait des critiques, tout ça. Il dit, mais je voudrais vraiment publier parce que je cherche un emploi. J'ai besoin d'une publication. J'ai dit, écoute, je vais le soumettre au comité et je vais t'aider dans le sens que je vais travailler avec toi pour améliorer l'article, selon moi, il y avait un peu... Il était moins professionnel que moi. Moi, tu peux te disputer, tu peux te chicaner, mais je suis professionnel. J'ai toujours été professionnel. Je suis capable d'écrire un article compétent. Tu peux disputer
les résultats, mais pas, comment dire, que c'est un article légitime. Tu sais, je sais comment faire une bibliographie, je sais comment faire un argument, blablabla. Bla, bla. Lui, il était un peu à ses débuts de sa carrière, on va dire, peut-être plus jeune. Alors je propose, puis il me dit, on va te publier à condition que tu assumes, toi, la direction de numéro thématique sur la mythologie. C'est parfait, on aime la mythologie. Alors, je suis allé chercher toutes sortes de personnes que je connaissais dans mes réseaux sur écrire cette mythologie, puis voilà, c'est pas un livre, c'est une édition, une collection qui est sortie sous la guise d'une chose, euh, d'une revue. Une autre revue italienne, numéro thématique, c'était, j'oublie totalement le nom, c'est une couverture rouge, la seule chose que je peux vous dire. C'était une chose que j'avais faite parce que j'avais assisté à un colloque, une conférence à Pérouse. Puis j'avais présenté quelque chose. Puis là, j'avais rencontré un bonhomme italien très sympathique. Et lui avait aussi, j'ai découvert, fait un peu de terrain parmi les Algonquiens en Ontario. Il était très, très sympathique. Il a fait sa présentation. Puis je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'était lui ou c'était moi. J'ai dit, écoute, tu sais, on devrait tenter de publier ça. Parce que j'aimais sa conférence. La mienne, moi, je m'en foutais de la mienne, mais quand même, je dis, ah, il y a quelque chose là. Puis il y avait un autre bonhomme, un Italien, qui avait présenté, mais on ne connaissait pas, puis je n'avais pas parlé trop, mais il avait fait pour moi une présentation de tonnerre. C'est une chose incroyable. J'étais estomaqué. C'est un bonhomme qui travaillait dans une bibliothèque. C'est un bibliothécaire. Qui n'avait jamais vu un autochtone de sa vie. Qui n'avait jamais débarqué au Canada de sa vie. Puis il avait fait une réinterprétation de la Ligue des Iroquois qui m'a laissé... J'ai dit, oh my God, lui, on doit le publier. Lui, il était humble, il faisait rien, il était là, il était un homme classe moyenne, bibliothécaire, femme, enfant, pas vraiment un professionnel du métier. J'ai dit, Francesco, on doit s'occuper un peu de sa carrière, non, de ce monsieur. Il mérite ça, il mérite ça. Ça, c'est une chose incroyable. Donc, on était à ce petit noyau de 3, là. Puis il y avait eu d'autres, évidemment, c'est une conférence sur les Autochtones, donc c'est très facile, on va contacter des personnes dans notre petit noyau. Là, j'avais contacté le consulat canadien, puis je dis, est-ce que pour un appui financier, pour trouver un nom, pour faire publier les actes. Ils ont dit, on ne va pas te donner de l'argent, mais on va te donner une revue. Parce qu'on subventionne une revue d'un monsieur qui est commendatore, qui était un chevalier de Légion d'honneur, version italienne, qui nous doit beaucoup de choses. C'est l'Italie, après tout. C'est une Canadienne qui me parle, là. Alors, on va lui dire qu'il va te publier. Ah, je dis, ah oui? Alors, je le contacte. Le monsieur n'était pas très heureux, ni très content de gaspiller, c'est-à-dire dire, une revue. Ah, la force dans la parole, je pense que ça s'appelait. La force dans la parole, quelque chose comme ça. Oui, oui. Il y avait eu d'autres aventures avec les membres de cette équipe. Effectivement, il y avait aussi une madame qu'on avait récupérée dans le sens qu'elle aussi, elle vivait, elle était mariée, elle habitait à Paris, mais elle ne savait pas quoi faire avec son anthropologie, puis elle avait fait une autre chose. Moi, j'étais tellement impressionné par ces personnes qui œuvraient par amour, parce qu'ils n'avaient aucun bénéfice. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, ah, elle aussi, on doit le... T'sais. Alors, Adriano, il s'appelait... Adriano et cette madame, j'ai oublié son nom, malheureusement. Et là, je devrais peut-être pas le dire, mais... Il y avait aussi un monsieur très, très fameux, un Français, qui n'avait pas été physiquement présent, mais il avait envoyé un ruban de son intervention. Encore, je ne vais pas mentionner le nom ici, mais tu peux trouver le nom parce qu'il est inclus dans le volume. Alors, si quelqu'un veut aller lire le volume, mais son intervention, c'était typiquement comme quand moi, je vais inventer un nom, Pierre Tremblay était parmi les X, moi, Pierre Tremblay, j'ai découvert que les X, ben, ils faisaient des choses que moi, Pierre Tremblay, je trouvais insolites. Non. Alors, quand le monsieur a proposé d'envoyer son article, parce que c'était une des conditions que le monsieur italien et le consulat avaient imposé que lui soit inclus, j'ai dit, cher monsieur X, monsieur Tremblay, vous savez ce que vous dites ici, là? J'étais vraiment impoli, honnêtement. Mais j'haïssais ce genre de ton arrogant. J'ai dit, vous savez que ça a été dit ailleurs,
avant vous par une autre personne. J'ai dit, peut-être vous devriez le citer. Non? Oh, en parallèle, je ne suis pas responsable. J'ai dit, je comprends que c'est un domaine légèrement différent. C'est pas exactement ces Autochtones, c'est un autre groupe d'Autochtones, mais quand même, c'est très fameux, c'est très connu dans le domaine, et ça devrait être dit par respect. Oh my God! Il a écrit à mon co-éditeur, Francesco, mais qui est cette personne? Patata, je me retire et j'interdis à cette madame parisienne aussi de publier, parce qu'elle utilise des matériaux que je lui ai donnés. Je dis, oh, mais je ne dois pas saboter la vie de cette madame, juste parce que moi, j'étais impatient avec ce monsieur arrogant. Alors, en fait, c'est pas moi. Francesco a tout dit, ben, tu sais, c'est un Canadien, il connaît pas les choses. Whatever, on a tout réglé. Ça, c'était la force dans la parole. Et puis, quoi autre? J'ai oublié d'autres choses que j'ai publiées. Ah, Errance, bien sûr. Errance était publié par le Musée des civilisations de l'époque. Parce que moi et cette personne, Jean-Marc, euh, Jean-Marc était, mon co-auteur était, en fait, il avait été mon étudiant, mais il était prof de cégep, il était aussi un poète, quasiment le poète national du Québec. Jean-Marc Deschamps. Jean-Marc était une personne très, très intelligente et très douée. Puis il voulait étudier l'anthropologie. Puis en fait, il a fait sa maîtrise avec moi, puis on a décidé à un certain moment, on devrait écrire un livre, parce qu'on était tous les deux fascinés par l'errance, l'idée de errer, non? Lui avait une approche plus comme poétique, dans le sens que, tu sais, le roman chevaleresque, par exemple, cette notion un peu médiévale de l'errance, qu'est-ce que ça veut dire errer dans un sens, être nomade? Et moi, évidemment, comme un expert des chasseurs-cueilleurs, évidemment, dans ce sens-là, c'est aussi... Je voulais communiquer effectivement que ces personnes ne sont pas entièrement rationnelles, dans le sens que ce n'est pas comme des acteurs rationnels, comme les économistes les imaginent, les êtres humains. C'est dans le sens que parfois, tu prends des décisions de te lancer vers l'inconnu, que parfois, tu n'as pas tous les éléments devant toi pour prendre une décision illuminée. Tu as une sensation. Tu as un guide de tes ancêtres, si on veut. Tu as le guide spirituel des animaux mythiques qui te parle, si on veut le dire comme ça. C'est pas exactement conçu comme ça, mais c'est quelque chose comme ça. Une sensation, une intuition. Tu as ton savoir, tu as ta ruse, tu as ton intelligence, tu as ton expérience. Tu parles à des personnes comme n'importe qui, non? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est bon ou non comme terrain de chasse? Mais en fin de compte, les personnes, parfois, partent. Puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer. Tu ne peux jamais savoir qu'est-ce que est le futur, dans un certain sens, dans ces conditions-là. Alors, j'étais un peu fasciné par cette notion d'errance et comment c'était lié à ce monde mythique des animaux primordiaux. Donc, c'était ça, un peu, ce livre. Et c'était publié par le Musée des civilisations parce qu'on cherchait, on était censé le publier ici. On l'a écrit en français. Pour moi, c'était une aventure. Je voulais écrire quelque chose en français. Et moi et Jean-Marc, on s'était donné un concours quand on travaillait ensemble, qui pouvait écrire la phrase la plus longue. Et j'ai dit, mais tu vas gagner certainement. Parce qu'il était poète, il avait publié, je ne sais pas, dizaines de livres, il avait eu des prix, il était respecté, il était invité sur les jurys, les conseils des arts et tout ça. Mais j'ai gagné. J'ai écrit une phrase de toute une page entière. C'est impossible en français, mais j'ai réussi. Et on tentait d'écrire de façon un peu poétique, parce que je me laissais aller, tu sais, c'était en 2005, quelque chose comme ça. À ce point-ci, je suis déjà professeur d'études. Tu sais, et puis, je n'ai jamais été intéressé dans la carrière. Tu sais, pourquoi pas? La poésie a quelque chose à nous enseigner. Je ne suis pas poète, je ne prétends pas. Mais parfois, on peut écrire de façon différente, juste pour voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, tu sais, utiliser des adjectifs, des sens comme ça, tu sais, Une des choses, par exemple, c'était, je me rappelle que j'ai écrit un long paragraphe sur une feuille et la veine d'une feuille, et il y avait un parallèle entre la veine creux d'une feuille d'arbre et le creux dans certaines poils. Il y a certains animaux, le porc-épic par exemple, c'est du poil, c'est creux, et d'autres comme le carcajou, c'est aussi creux à l'intérieur. Il y a quelque chose entre, comment dire, tu sais, c'est un jeu d'intérieur-extérieur. C'était tout un peu me laisser aller, là. Un peu, on va dire, à la Lévi-Strauss de la pensée sauvage.
bien que aucunement, je me mets en même niveau que M. Lévi-Strauss, que j'admirais beaucoup, toujours. Et en fait, il m'a écrit un billet de félicitations pour ce livre, même, et il était longtemps à la retraite, il était quelques années avant sa mort, que à peine était déchiffrable, parce que c'était une écriture à ce point-ci tremblante, mais je l'ai conservé, je l'ai encadré. En tout cas, on était censé publier ça au Québec, avec un éditeur québécois, mais en fin de compte, ça n'a pas fonctionné, et mon épouse, Simona, m'a dit, mais pourquoi tu ne publies pas ça au musée? Je dis, OK, c'était son idée, je l'ai soumis au musée, puis ils l'ont accepté, quasiment immédiatement. Ah, voilà. Alors, et là, il y avait une histoire insolite avec le musée, même à propos de ce livre, parce que moi, j'ai une belle fille, c'est-à-dire une des filles de mon épouse, que plus ou moins j'ai adoptée, est artiste ou était artiste, et se voit comme artiste, mais qu'elle ne travaille pas dans le métier. J'ai demandé de faire la couverture, interpréter Errance. Elle a fait une très belle couverture. Et quand j'ai proposé ça au musée, ils ont dit non, c'est trop abstrait, personne ne va comprendre. Ben oui, mais en fait, personne ne va comprendre le livre aussi. Hein? C'est un peu bizarre comme livre. Oui, mais on va le publier, mais non, pas de couverture. Alors, ils ont proposé, ils arrivent avec une photo qu'ils avaient tirée des archives quelque part d'un vieux autochtone habillé en guenille de 1928. Pire, je le reconnaissais. Le monsieur avait été encore en vie pendant que j'étais là en 78-79. Je connaissais son nom, mais eux ne savaient pas, mais moi je l'ai reconnu. J'ai dit, vous allez vous faire massacrer. Est-ce que vous êtes fou, littéralement, de proposer de mettre une photo d'un autochtone vieux de 1928 quand les personnes étaient pauvres et étaient bien en guenilles? Et ça, c'est pour vous, ça, le musée national, ça représente l'image de l'autochtone. Vous allez vous faire tuer. Vous vivez dans une bulle ou quoi? Donc, finalement, on a fait un compromis, puis ils ont mis une photo d'un canot qui avait trouvé, de la région aussi. Errance, canot, mouvement, je dis OK, je suis fatigué de lutter pour des choses, une niaiserie banale comme ça, c'est la couverture, non, mais allez-y. Non, puis j'ai oublié, je me rappelle plus quels autres livres que j'ai faits, honnêtement. Est-ce que j'ai fait d'autres livres? Sur Meletinsky? Ah, mais ça, c'est un... ça. M. Meletinsky était un sémiologue russe. À l'époque, en Italie, il y avait Editori Riuniti. C'était la plus grande maison italienne d'édition. Ils étaient des communistes. C'était très grand parce qu'ils étaient subventionnés par Moscou pour publier des... C'était pas des écrits marxistes, c'était des écrits publiés. Puis en Italie, 30% de la population, à certains moments, votait pour le Parti communiste. Dans les années 70 et 80, c'était quasiment des coups d'État. Là. On parlait, c'était sérieux. Hein? Il y avait des brigades secrètes, brigades rouges, mais aussi des brigades de droite, hein? des escadrons de morts là, qui tuaient des personnes dans les rues. C'était grave. C'était polarisé. Donc, beaucoup aussi de ces personnes de gauche venaient de l'élite, une élite intellectuelle. Donc, ils publiaient seulement des choses, pas seulement sur le marxisme, pas seulement sur la condition des ouvriers, mais écrit par des gauchisants, des personnes de gauche. Alors, eux s'approchent à moi, puis ils me disent, on a eu une proposition de traduire cette œuvre de M. Meletinsky, que je ne connaissais pas, en italien. J'ai dit, mais je ne parle pas le russe. Ça fait rien, on va payer un traducteur. Mais selon nous, tu es peut-être la seule personne qui peut le faire en Italie, de diriger l'édition italienne, parce que c'est sur la mythologie, la poétique, et toi, tu travailles en littérature. À l'époque, je travaillais en littérature, n'oubliez pas. J'étais enseignant d'anglais dans un département de littérature. Mais je ne faisais pas seulement enseigner l'anglais. This is a cow, this is a horse. Parce que j'avais un doctorat, et heureusement, mes collègues italiens reconnaissaient. On me confiait, par exemple, la direction de thèse, que je ne devais pas, c'était illégal, j'étais seulement un lettore, donc c'est comme un chargé de cours. On m'invitait de faire des cours, des conférences. Je me débrouillais très bien en littérature, puis j'aimais ça. J'étais toujours intéressé par la mythologie, littérature. C'était pas tellement alien pour moi. J'avais publié sur la littérature aussi. Littérature critique. Anglo, là, littérature anglo, mais j'avais publié, anglo-américaine. Alors, tu connais la littérature, la théorie littéraire, la critique littéraire. Tu connais Northrop Frye.
Qu'est-ce que tu connais pas Northrop Frye? Tu connais la théorie, non? Je dis oui, OK. Et tu connais la mythologie du monde, mythologie comparative. Je dis oui, je connais assez. J'ai lu beaucoup. Alors, tu vas faire l'édition critique. Alors, j'ai fait l'édition critique et là, c'était en 89, c'est sa sortie. Et d'un jour à l'autre, quand il y a eu le coup d'État, on va dire, puis les changements radicaux dans l'Union soviétique, puis l'Union soviétique a disparu, les subventions éditoriales et réunies qui sont disparues. C'est comme la Cuba, non? Ils ont disparu. Et donc, ils ont, malheureusement pour moi, ils ont publié la version italienne avant qu'elle soit complète. Par exemple, je n'avais pas préparé une table de matière. Je n'avais pas préparé un glossaire, que j'avais l'intention de préparer un glossaire pour expliquer, par exemple, il y a toutes sortes de références. Je n'avais pas mis des notes de bas de page parce que je pensais faire un glossaire. Pour pas alourdir le texte et mettre une note chaque fois qu'il mentionnait, je ne sais pas, les héros des Nartes, des Ossettes, parce que c'était vraiment... Lui connaissait tout, Meletinsky. Alors, ils ont publié ça, puis je me sentais très, très mauvais pour lui. Entre-temps, parce que j'avais passé un mois à Moscou. J'étais allé lui parler, j'avais des notes sur la traduction. Je lui ai dit, vous avez dit ça, mais je ne comprends pas. Parce que le traducteur, il n'était pas un anthropologue, puis lui, il n'avait pas compris. Donc, il avait mal traduit les choses. Donc, avec mon russe primitif, et lui, il parlait français parfaitement, Popo. J'étais un polymathe, là. J'ai fait amitié avec lui. Et quand l'édition italienne a été publiée, je me sentais très mal parce que c'était une très mauvaise édition. Comme j'ai dit, elle était incomplète, elle était inachevée. Alors, je me suis proposé de faire une édition anglaise critique de sa pensée. Et j'ai travaillé, oh my God, quasiment 3 ans. C'était complètement inutile, mais ça fait rien. Je voulais le faire pour lui parce que je le respectais. C'était un homme, là. Il avait été traduit, il parlait allemand. Donc, il était avec l'armée rouge, non? En Deuxième Guerre mondiale, il a été capturé par les Allemands. Donc, il a fait le camp de prison, non? Un Russe, où 1 million de Russes sont morts. Lui, il n'est pas mort. Mais quand ils sont sortis, lui, il a été libéré. Il m'a dit, Staline considérait tous les Russes qui sont rendus, qui n'ont pas été tués sur le front, comme des traîtres. Donc, on m'a mis en prison, en camp. OK? Et donc, j'ai fait quelques années de camp staliniste en Sibérie, puis il s'amusait à faire des fausses fusilations. Donc, c'est-à-dire, il nous mettait, comme Dostoevsky a subi par le tsar, non? Il nous mettait contre le mur, puis là, il nous tirait. Je pensais que mon jour était arrivé. Non, c'était tiré à blanc, là, juste pour nous faire peur, pour rire. Il a subi ça. Il dit, puis Staline est mort en 1953, heureusement. Là, c'était pas... Il était retourné entre-temps pour reprendre sa position comme directeur d'une unité de recherche. Mais Staline, en 50, 49, 50, j'ai oublié exactement, avait lancé ses purges anti-cosmopolites, c'était anti-juif. Cosmopolite, c'était un mot euphémisme pour des juifs. Et Meletinsky était juif, d'origine juive. Donc, il a fini encore dans les camps. Puis il a dit, heureusement qu'il est mort en 53, parce qu'à ce point-là, je pesais 40 kilos. Meletinsky était plus grand que moi, quand je l'ai connu. Il était plus grand, puis il pesait comme 130 kilos. C'était un grand homme. Grand homme. Il dit, je pesais 40 kilos. J'allais mourir. Il dit, c'est à lui ou c'est à moi? Donc, heureusement, c'est lui qui est mort avant, puis on m'a libéré. Là, il est devenu un grand savant. Et toutes ces histoires, tout ce respect, le fait qu'il parlait, comme je dis, je ne sais pas, 7 langues parfaitement, qu'il maîtrisait toute la littérature anglo-américaine, qu'il maîtrisait la mythologie mondiale. On discutait pendant des heures la mythologie australienne, les aborigènes d'Australie, par exemple. Il savait tout. C'est ces personnes qui avaient lu pour s'échapper de la réalité triste soviétique, dans un certain sens. Donc, je voulais faire une édition anglaise pour lui. Et là, je l'ai faite. Je l'ai faite, finalement. C'est-à-dire, j'ai traduit la chose en anglais. J'ai travaillé avec un Russe pour partir du texte russe, après tout, pas du texte italien, non, que j'avais. Et j'ai passé, en fait, c'était un monsieur de l'Université Laval. Donc, on a travaillé ensemble sur le texte et j'ai écrit, moi, tout l'appareil technique, on pourrait dire, 200 pages quasiment d'appareil technique de bibliographie massive pour mettre à jour, et le glossaire où j'expliquais toutes les choses qui n'étaient pas expliquées dans le texte, je les expliquais dans le glossaire, avec des références bibliographiques pour les personnes. Donc, c'était vraiment un travail. Mais je voulais le faire pour Meletinsky. Ça me semblait un homme qui a vécu pour le savoir, c'était le moindre des choses. Moi, je vis pour le savoir, mais je suis assis sur
un cabinet doré comparé à des personnes qui ont sacrifié tout, puis ont tout perdu, puis ont tout regagné, puis ont tout perdu. Non, c'est horrible. Non. Quand j'étais en Russie, à propos, justement, je parlais à des personnes, je parlais à un sociologue. C'est difficile à comprendre pour nous, hein. Entre quoi? Entre, on va dire, la révolution russe et 45, on va dire 50. C'est avec les purges de Staline, c'était vraiment dans les années 30, mais il y en avait jusqu'aux années 50. Ils ont perdu un septième de leur population. 45 millions de Russes sont morts, qui ont été massacrés. C'est incroyable. Alors, tu parles à des personnes, puis les Russes me fascinaient parce qu'ils disent, mais veux-tu voir des photos? Parce que les photos, ils tenaient des photos parce que les photos, c'était les seules choses qu'ils avaient pu sauver. Les personnes qui avaient toutes perdu, des nobles qui avaient toutes perdu leur château, leur nom, leurs membres de leur famille. Ah, ça c'est Uncle Yorgi. Ah oui, les nazis l'ont tué en 43. Ah, lui, Piotr, il a fini dans les camps, on ne sait pas où. Tu sais, je veux dire, ça frappe vraiment des personnes, tu sais, un peuple qui a tellement souffert, perdre un septième de la population essentiellement comme ça. En tout cas, ça c'est juste une anecdote, une parenthèse. Donc, j'ai voulu faire ça pour Miletinsky, donc je me suis occupé quand je suis venu à Montréal à faire ça pendant, je ne sais pas, quelques années. C'est sorti. Voilà.